Bien, ok. Alors écoutez, j'ai 30 minutes, 33 minutes, je crois que c'est assez précis, pour vous parler de l'imprévisible. Je ne sais pas si je serai forcément d'accord avec ce que mes camarades ont dit précédemment, je ne sais pas s'ils seraient d'accord avec ce que je vais dire, mais chacun son opinion sur le sujet, qui est un sujet quand même assez compliqué. D'ailleurs, quand quand j'ai entendu tout à l'heure apprivoiser l'imprévisible, je pense que c'est quelque chose de très compliqué. Bon, bref. Alors, après le choc de la simplicité, le choc de la compétitivité, le choc de la moralisation, voici donc le choc de la compétitivité, de l'imprévisible, mais vous allez voir quand même, vu d'une manière quand même un peu optimiste. Alors, le titre de mon intervention, d'ailleurs, il y a de l'optimisme dans ce thème de l'intervention. Et si l'imprévisible était à la fois un problème, mais aussi une opportunité pour renouveler nos systèmes de pensée, nos façons d'agir, pour les adapter en quelque sorte à ce monde nouveau. Vous m'entendez là, parce que ça résonne beaucoup? Bon. Alors, juste quelques précisions sur l'intervention en elle-même. Je parle sans slide, comme vous pouvez le voir. Je vais parler cash parce que c'est mon habitude, je dis ce que je pense, j'essaie de penser à ce que je dis aussi d'ailleurs. Je vais vous parler d'imprévisible avec un côté entrepreneur extrêmement pragmatique puisque j'étais entrepreneur toute ma vie, je le suis encore. Et puis, autre point, alors je dis ça avec beaucoup de précaution parce que j'avais énormément d'admiration pour la personne que je vais citer, enfin qui a porté ce mot dans le monde entier. J'ai fait partie des indignés des théories et des conventions qui nous gouvernent depuis des années et des années. Et ne vous étonnez pas si au cours de mon intervention, on leur sort quelque peu esquinté, quelque peu égratigné, voire légèrement traumatisé. Voilà. Alors, mon intervention sera accompagnée d'une étude que j'ai faite avec l'Institut Lamelight fin 2012 sur le marketing, la communication et l'imprévisible, qui était le thème de mon livre. Et donc, c'est fin 2012, donc résultats frais, études fraîches, bienvenue au rayon frais, etc. Et d'ailleurs, pour camper le décor, je vais tout de suite vous donner un chiffre. 61% des entreprises pensent que l'imprévisible est désormais le défi numéro 1 qu'elles doivent affronter. Alors, ce préambule étant fait, parlons des conséquences de l'imprévisible sous forme de 8 pistes de réflexion sur les 15 qui figurent dans mon livre, qui seront sont des pistes de réflexion qui seront illustrées par des exemples et surtout pas par une boîte à outils, comme disent certains, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, questionnons tout, pensons tout, on ne peut plus reculer de toute façon, et donc, there is no alternative, comme dirait feu Madame Thatcher. Alors, je ne sais pas ce qui s'est dit tout à l'heure, mais je voudrais préciser une chose, c'est que l'imprévisible ne doit pas se confondre avec crise ou incertitude. Ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. J'aurai l'occasion de traiter ce problème un peu après, mais brièvement comme ça, la crise, l'incertitude et l'imprévisible, ce sont des événements différents qui traduisent ensuite des réflexions différentes, des stratégies différentes et des moyens d'action différents. Donc c'est très difficile d'employer un mot à la place d'un autre, et je vois que souvent dans le langage on dit crise en parlant d'imprévisible et d'imprévisible en parlant de crise, etc. Donc il va falloir faire un distinguo extrêmement net sur le sujet. Alors, donc je vous disais que l'imprévisible ne se traite pas avec des théories applicables comme une recette, comme le sont certains de nos métiers. Disons-le tout net, hein, pour les événements imprévisibles, les recettes n'existent pas. Il faut les inventer. Il faut les inventer à chaque fois. Chaque imprévisible, en quelque sorte, est tellement différent d'un autre qu'en fait, il a presque sa propre personnalité, il faut la respecter. Donc c'est un traitement sur mesure qu'il faut vraiment mettre en route lorsqu'on parle d'imprévisible. Alors, avec l'imprévisible, il va falloir refabriquer un mental basé sur une nouvelle sémantique. Alors c'est la réactivité, la vitesse, l'expérimentation, la flexibilité, l'agilité, l'adaptation permanente. Bref, oublier ce qu'on sait et s'ouvrir à de nouveaux chemins de réflexion et d'action. Alors, nous avons donc besoin d'une réflexion, d'une révolution mentale assez forte, d'où les 8 pistes de réflexion. Les 2 premières pistes de réflexion seront d'ordre de constats évidents que l'on peut faire suite à l'imprévisible et utiles pour comprendre les 6 autres pistes suivantes
qui concerneront là des changements plus importants à faire lorsque l'imprévisible se présente à nous. Alors, première piste de réflexion, ici, histoire d'être précis, alors ici vous allez le retrouver tout le temps là, hein, parce que ici, vous savez, c'est des mots qui ouvrent l'esprit, pas qu'ils le ferment. Donc ici, histoire d'être précis, on a arrêté de parler d'imprévisible et d'incertitude et de crise en pensant que c'est pareil. Donc je vous en ai parlé déjà dans l'introduction, maintenant je vais un peu approfondir ce point parce que c'est important. Donc j'entends souvent ces mots qui sont mélangés et employés les uns à la place des autres, donc faisons le distinguo entre ces trois mots. Alors parlons d'abord d'imprévisible pour ensuite parler de crise et d'incertitude. D'abord, pourquoi ce mot imprévisible est-il devenu en fait important? Alors, j'aborde d'abord là un sujet sémantique. C'est-à-dire que l'expression que vous avez prononcée 10 millions de fois et que moi j'ai prononcée 100 millions de fois, à savoir le monde change et ne sera jamais plus comme avant, c'est devenu banal, c'est translucide, c'est transparent, c'est glauque. En fait, en synthèse, c'est plutôt nul. Et ça ne donne aucune idée précise sur le sens du monde. Alors mon propos dans mon livre et puis dans ce que je tiens dans les conférences, mon propos c'est de dire que plus nous serons précis sur la qualification du monde, plus nos changements seront nécessairement adaptés à la nouvelle réalité. Alors le mot imprévisible, ça plaît ou ça plaît pas, bien évidemment, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, mais en tout cas c'est un mot qualifiant. Il qualifie le monde, ça nous dit à nous, entreprises, voilà le défi que nous propose le monde. L'imprévisible déforme, transforme radicalement notre monde. Conséquence, eh bien, il faut aussi chambouler tout ce qu'on a dans notre box personnelle. Alors, avec l'imprévisible, en fait, nous aidons par conséquent l'entreprise à aller dans le sens du monde et à son rythme, bref, à mieux le comprendre, où est le combattre, où est l'amadouer. Pourquoi est-il devenu le défi majeur des entreprises? Pour deux raisons. La première raison qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, enfin, ou du moins depuis 2 ou 3 ans, maintenant, on juge les entreprises beaucoup plus sur la performance, et sur leur capacité à savoir aborder l'avenir, donc l'imprévisible, plutôt que sur leurs résultats passés. Donc savoir approcher l'imprévisible et savoir le résoudre comme il faut est un problème évidemment essentiel pour le futur de nos entreprises et le futur des entrepreneurs qui sont dans cette salle. Il ne faut pas oublier cette nouvelle donne parce qu'elle est très importante. Je continue. La deuxième raison, ça c'était la première, la deuxième raison c'est parce que l'imprévisible, je dis que c'est un défi majeur parce que l'imprévisible c'est densifié. Ça résonne là. L'imprévisible, c'est densifié. Alors, quelques exemples d'événements imprévisibles, justement, qui nous aideront ensuite à faire le distinguo avec les crises et les incertitudes. Alors, il y a un certain nombre de choses que vous savez, bien entendu. Hein. Alors, il y a des pays qui font faillite, ça n'a jamais été envisagé. Bon. Il y a des banques aussi qui font faillite, il y a des médicaments qui tuent. Là, c'est Qatar. Vous m'entendez là? Bon, donc il y a beaucoup de choses qui font faillite. Fukushima, vous avez entendu parler, bien entendu. Il y a des suicides dans les entreprises qui affectent les gens qui se suicident, leur famille et puis l'image. Après, vous avez des choses un peu bizarres. Le tueur de Norvège. J'entends des sons là, bizarres. Hein. Le tueur de Norvège, vous vous en souvenez, ce type qui a fait 97 morts dans une île au nord de la Norvège, eh bien, la police a réquisitionné toutes les photos qu'il y avait chez lui, les a envoyées aux journaux du monde entier, et ce type ne s'habillait qu'avec des polos Lacoste. Donc on l'a vu poser avec des polos Lacoste, le crocodile même pas gommé, et au-dessus une accroche 97 morts. Je ne vous raconte pas le problème imprévisible que ça peut poser à la marque Lacoste. Dans le même genre, Dior et Galliano, son directeur de création, qui crie « Vive Hitler » un soir à la télévision à 20h. Bon. Alors le web en plus qui instantanéise tout, le Cahuzac, pas en deux mots, hein, oui, c'est le Cahuzac. Le Concordia, j'y reviendrai. Alors Ferrari par exemple devient un mot interdit en Chine.
Alors voilà, parce qu'un fils de dignitaire s'est tué en Ferrari, roulait à une vitesse correcte à 290 km/h sur une autoroute, et il se tue. Donc décision politique dans l'après-midi, Ferrari interdit on a interdiction de prononcer ce mot en Chine, sinon amende ou prison. C'est comme Tiananmen, vous n'avez pas le droit de prononcer ce mot-là. Alors, juste pour le fun, et puis parce que c'est la réalité, j'ai une amie comme ça qui travaille dans la mode et les tendances et qui m'annonce un truc incroyable, inimaginable et inconcevable. Elle m'annonce, mais alors sans me préparer, elle me dit, voilà, pour cet été, c'est la mort du string. Ah, bon, ben alors, je suis complètement ébahi. Et donc, c'est vrai, je ne sais pas si vous voyez jusqu'où va se loger l'imprévisible derrière un bout de ficelle, c'est franchement mesquin, c'est mesquin, c'est mesquin. Alors je pourrais écrire comme ça 200 pages sur la liste des événements imprédictibles qui secouent notre planète et les entreprises qui sont installées dessus. Nul n'échappera à l'imprévisible, disait Jean-Claude Trichet lorsqu'il a quitté la BCE. Donc une conséquence à laquelle nous devons nous préparer aujourd'hui, c'est que l'imprévisible, ça commence par se subir. Ça commence par se subir, puisque ça ne se prévoit pas et ça ne s'anticipe pas. Ça se subit, donc la première chose qu'on fait, c'est un combat immédiat. Habituellement, quand il y a un problème dans une entreprise, on réfléchit longuement, on dit bon, on va réunir un comité d'administration demain, ben demain on peut pas, on le fera après-demain, pas après-demain on peut pas non plus, donc on le fera en fin de semaine. Là, pas de temps. L'objectif prioritaire numéro 1, c'est de se sortir au plus vite de la situation dans laquelle l'imprévisible nous met. On rentre donc dans un marketing de combat violent. Je dis bien violent. Alors violent parce que le combat n'est pas simple, d'une part, parce que non seulement l'imprévisible nous plonge dans un monde qui est totalement méconnu, mais aussi interconnecté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchevêtrent. Alors l'événement lui-même, bien sûr, qui se mélange avec le web, qui se mélange avec la politique, qui se mélange avec l'évolution des citoyens, qui se mélange avec d'autres choses. Mais tout ça rassemblé, ça forme des espèces de bombes artisanales terroristes qui vous explosent en pleine figure et mettent l'entreprise en pleine ébullition, sans moyen pour autant ou sans repère pour pouvoir s'en sortir. Alors juste par exemple un enchevêtrement de choses totalement inimaginables. Si je prends l'exemple de Concordia, vous avez un capitaine complètement bourré, ce qui est interdit, qui invite une jolie passagère dans la cabine pour prendre des leçons de conduite de ce gros bateau de 6000 passagers dans lequel il y avait 7 nationalités différentes qui ne se comprenaient pas les unes entre elles. Vous verrez pourquoi je dis ça tout à l'heure. Donc il fait monter cette jeune femme, ce qui est interdit. Il est à 75 mètres du rivage, c'est interdit. Un brave rocher passé par là pour entrer se coucher, il éperonne le bateau penche, mais on n'a jamais fait d'exercice de sécurité couché. Et donc, au total, les 7000 ou les 6000 passagers avec les 7 langues différentes ne comprenaient rien à ce que disait l'italien, le capitaine italien depuis son micro, là, un peu éméché. Bon, résultat, 57 morts. Maintenant, abordons la différence qu'il y a entre l'imprévisible, les crises ou l'incertitude. Ce point est très important. La sémantique doit être très juste de nos jours. Donc on ne peut pas employer un mot à la place d'un autre. L'imprévisible a souvent à l'origine une croyance forte, du type « ça ne peut pas arriver ». Alors, Orange est indétrônable grâce à sa qualité. Bon, pas de chance, il a eu des petits problèmes de qualité il y a un an ou il y a quelques mois. Concordia ne peut pas couler, voyons, c'est tellement gros, c'est évident. Bon, une banque, ça ne peut pas faire faillite. Et, enfin, vous imaginez une banque faire faillite? Non, mais c'est pas possible. Fukushima, les sécurités, c'était hors normes, au-dessus des normes, donc on risquait rien, pas de problème. En fait, plus la croyance est forte, plus l'imprévisible prend de la dimension lorsqu'il se produit. Ensuite, l'imprévisible est un événement et il se distingue des crises habituelles ou des incertitudes par son côté exceptionnel, unique et inconcevable. Autrement dit, il faut qu'il y ait un avant et après l'événement pour qu'il soit jugé comme imprévisible. En d'autres termes, l'événement fait date. Donc il y a un avant et après Galliano, il y a un avant et après Lacoste, il y a un avant et après Concordia, il y a un avant et après Lehman Brothers, etc., etc. Les crises, elles, sont différentes. Les crises sont différentes et elles correspondent souvent à des événements du passé dont les solutions sont répertoriées dans nos cerveaux ou dans des fiches de communication de crise qui sont mises au congélateur ou dans des dossiers. Par exemple, Findus et Picard relèvent plus de la crise répertoriée que de l'imprévisible, parce que ce sont des choses qui se sont déjà passées,
sont des événements qui sont déjà déroulés dans le passé. Et donc, c'est pas un imprévisible total. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez de la vitesse à laquelle les gens concernés ont réagi en publicité pour compenser ce problème, en fait, ils ont réagi en 3 jours et ils ont quasiment dit tous la même chose. Je m'engage à regarder, tester, machin, enfin, bref. C'est à croire qu'il doit avoir la même fiche de communication de crise. L'incertitude, c'est différent. Le marketing de tout temps a été incertain. Je connais un garçon qui a écrit, un prospectiviste que j'aime bien, qui a écrit le marketing de l'incertain. Je lui ai dit, mais ton titre, il est faux. Parce que le marketing a toujours été incertain par définition. Le marketing classique consiste à travailler, en fait, sur un objectif qui est ce qu'on souhaite, qui est connu, mais qu'on n'est pas certain d'atteindre. Donc, il y a incertitude. Mais c'est pas imprévisible. C'est pas une crise. On cherche à atteindre un objectif qu'on connaît, et on n'est pas certain d'atteindre ces objectifs. C'est normal, ça arrive tous les ans. Voilà. Alors l'imprévisible, au final, lui, à côté de tout ça, il vous tombe dessus, il vous offre le combat ou la capitulation immédiate. Bref, on est devant une page blanche, reste à la remplir. Les fiches de communication de crise, elles, ce qu'il y a de pratique, c'est qu'elles sont déjà remplies et il n'y a plus qu'à les appliquer. Et voilà, la différence, elle est là. Hein. Ou alors vous pouvez les acheter à la FNAC. Deuxième piste de réflexion. Et si l'imprévisible sonnait à la fin de nos certitudes et de nos illusions, 3 points de justification rapides. Le premier point de justification, nos théories, écoutez bien ça parce que c'est important et ça explique beaucoup de choses, nos théories, marketing, management, communication, ont toutes entre 70 ans et 80 ans d'existence. Elles ont été peaufinées, inventées dans les années 30-50. Grosso modo, c'est ça. Alors, vous avez bien entendu, donc, ce qu'on enseigne encore dans les écoles, d'ailleurs, en partie, date de ces années-là. Alors, c'était ripolliné avec des mots nouveaux, avec des exemples nouveaux, mais les fondations datent de cette époque-là. Donc, il y a 70 ans, il devait y avoir 2 milliards d'habitants sur Terre, ou 1,5 milliard, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y en a 7. Donc, on applique à 7 ce qu'on a pensé pour 2. Il y a 60 ou 70 ans, on travaillait sur des marchés simples, les guerres marketing étaient binaires, c'était Avis, Hertz, Pepsi, Coca. Bon, les prévisions étaient à peu près justes, les études étaient à peu près justes parce que circonscrites à un univers assez restreint. Et le danger ne pouvait venir que du concurrent d'en face. Donc, nous avons été éduqués, préparés à résoudre des problèmes en fait simples, j'ai envie de dire simplistes, pour créer un monde que l'on voulait ordonner, mais certainement pas pour gérer un monde désordonné comme il l'est aujourd'hui. Deuxième point de justification, Edgar Morin dit « Les prévisions sont fausses. Les prévisions que l'on fait aujourd'hui sont fausses. » Pourquoi dit-il ça? Il dit ça parce que les prévisions telles qu'elles sont faites ne tiennent pas compte de ce qu'il appelle les extérieurs de marché. C'est une idée très récurrente chez lui. Alors les extérieurs de marché, ce sont des choses que vous connaissez tous, que tous les citoyens que vous êtes et que je suis, connaissent. C'est les maladies, c'est l'environnement, c'est la météo, c'est la politique. Enfin, c'est des tas de choses qui ont une influence sur nos pensées et sur nos actes, mais qu'on ne prend pas en compte dans les prévisions. Donc, dit-il, les prévisions ne peuvent être que fausses. Alors simplement, si demain vous devez vous intéresser au futur, il faut savoir ça d'une part. Alors sans doute faut-il s'intéresser à la prospective, mais la prospective, néanmoins, est challengeable aussi par les événements imprévisibles. Il reste un dernier... Alors, ce que je veux dire par là, c'est que la prospective ne peut pas prévoir... Madoff ne peut pas prévoir des crises financières, c'est pas possible. Donc ça peut prévoir des évolutions de la société, par exemple, mais certainement pas des faits extrêmement précis et imprévisibles. Sachez une chose aussi qui est importante, c'est que 70% des entreprises françaises, par exemple, sont impactées par les aléas de la météo. Donc intéressez-vous au météo marketing, je n'ai pas le temps de le développer là, mais intéressez-vous au météo marketing parce que c'est très important et très instructif. Troisième point de justification, nous passons de la guerre marketing modélisée pour un monde de l'ordre à la guérilla marketing
aujourd'hui nécessaires pour travailler dans un monde désordre. Pourquoi je dis cela? Alors, disons-le carrément, le monde a changé, ça on le sait, mais le changement aussi a changé de nature, et sans faire de jeu de mots, nous avons changé de changement. C'est-à-dire que les combats aujourd'hui ne sont plus binaires, c'est plus Coca-Pepsi, c'est plus Avis Hertz, parce que ces marques-là ont des dizaines de milliers de concurrents dans le monde, et donc des dizaines de concurrents dans le monde qui sont prêts à tout pour exister, et j'ai envie de dire pour survivre. Et quand on est dans la survie, on accentue les choses imprévisibles parce qu'on est prêt à tout pour vivre. Conséquence, avec des milliers de concurrents dans tous les pays du monde qui veulent survivre, plus le web, on ne fait plus une guerre, mais on fait des guérillas continuelles, et les guérillas n'obéissent qu'à une seule règle, c'est l'attaque par surprise. Donc l'imprévisible se multiplie. Alors tout devient affaire de langage et de sémantique guerrière, de bataille, de percées tactiques, d'attaques surprises, de mouvements et ripostes accélérés, de réactivité immédiate. Et nous ne sommes pas préparés à cela. Nous ne sommes pas préparés à cela. Parce qu'on nous a appris une forme de tranquillité, au fond. Bref, il va falloir s'habituer à se conduire comme des guérilleros. Aristote avait une phrase que je trouvais très bien. Il dit « Un bon général n'est pas celui qui respecte la guerre modélisée, qui fait la veille sous sa tente avant la bataille finale, mais celui qui sait réagir à vif par rapport à l'inattendu qui se produit pendant la guerre réelle, c'est-à-dire l'imprévisible. » Donc, en gros, ce qu'il veut dire, c'est que la réactivité est plus importante que les plans. C'est donc la fin de nos certitudes théoriques, logiques, cartésiennes, déductives, tout ce que vous voulez, et nos illusions. Et si vous n'êtes pas convaincu, n'oubliez pas une chose qui est importante, c'est quand même avec ces certitudes, ces illusions et ces théories que nous avons fabriqué le monde tel qu'il est. Donc il faut se souvenir de ça. S'il y a un professeur dans la salle, il peut dire peut mieux faire. Alors un chiffre, 95% des entreprises pensent qu'il est désormais indispensable de s'écarter des modèles établis et d'inventer de nouveaux modes de réflexion. Troisième piste de réflexion, et si l'imprévisible nous cerne, alors, que faut-il penser de nos business plans à 5 ans dans un monde imprévisible? Alors, comment faut-il les faire? Que valent nos plans à 5 ans sans prévision juste? Mon avis, alors si on calcule en monnaie chypriote ou en monnaie grecque, on va être autour de 0, quoi, ou peut-être moins que 0. Bon, je ne sais pas. Alors, en fait, comment dirais-je, quand on écrit des plans, on a toujours l'espoir que ce qu'on écrit va se produire. Alors, quelque part, ça devient de la divination. Alors, le plan quinquennal devient la divination quinquennale, le plan financier, ça devient la divination financière, tout ça, ça devient un peu du Inch'Allah marketing, si vous voulez. Mais je vous rassure, en fait, il ne s'agit pas de plus faire de plans, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est beaucoup plus dans la façon de faire les plans qu'il faut aujourd'hui se questionner. Et à l'évidence, on doit désormais intégrer dans les plans des incertitudes, des portes de sortie, des scénarios, de la prudence, du pragmatisme, des réserves budgétaires, de la flexibilité, parce que obligatoirement des imprévus vont venir rôder autour de nous. Les stratégies souples, adaptables, sont des stratégies de l'avenir. Il faut savoir ajuster son chemin tout en restant souple. C'est une vieille citation, mais terriblement actuelle, du père de l'Europe, Jean Monnet. Alors, autre chiffre, 71% des entreprises pensent que les modèles de prévision et les plans sont de moins en moins fiables. Quatrième piste de réflexion, et si la méconnaissance dans laquelle nous plonge l'imprévisible nous rendait créatifs, était facteur de progrès, en d'autres termes. Pourquoi je dis cela? Parce que le paradoxe est le suivant. Dans la réalité, l'imprévisible commence par nous plonger dans la méconnaissance. Donc méconnaissance sur l'événement, inimaginable bien sûr, méconnaissance sur le traitement de cet événement qui ne correspond à rien que l'on connaît du passé, comme le sont les crises ou les sujets d'incertitude, mais, et c'est là le paradoxe, c'est cette méconnaissance qui va nous forcer à devenir créatifs. En fait, il faut prendre l'exemple des scientifiques. Les scientifiques sont un magnifique exemple pour nous. Les scientifiques, en fait, lorsqu'ils travaillent sur des sujets imprévisibles ou inconnus, alors reportons-nous au début du sida, par exemple, en fait, rentrent immédiatement dans un process d'imagination, de créativité pour trouver une solution. Ils ne cherchent pas à prendre des rapports intelligents, ils cherchent à trouver des solutions vite aux problèmes posés, le plus vite possible. Il y a donc urgence. Et il n'y a pas de théorie à suivre, sinon ils réinventeraient l'aspirine ou le Viagra, j'en sais rien, mais il n'y a pas de théorie. Tout est dans l'imagination et dans l'expérimentation, j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, M. Allègre, qui est un scientifique, un homme politique, mais aussi un scientifique,
dit que la méconnaissance, c'est une chance. Et pourquoi dit-il ça? Parce que, alors il y a une phrase qui est imparable, que je trouve formidable, il dit « Quand on connaît tout, on n'invente rien, et quand on ne connaît rien, on invente tout. » Voilà. Alors dit autrement, plus on sait, plus on croit savoir, moins on invente des choses, et plus on répète ce qu'on a fait la veille. Et M. Einstein disait finalement la même chose en disant « L'absurdité consiste à faire et refaire la même chose, tous les jours la même chose en pensant que ce sera différent. » Bref, moins on connaît, plus on crée. Alors pour nous, les entreprises, c'est pareil. Nous sommes, comme les scientifiques, face à un sujet inconnu, nous sommes obligés d'inventer, d'imaginer, d'être créatifs, d'expérimenter, je vais revenir là-dessus, expérimenter, des idées diverses et nouvelles pour se sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Et là, évidemment, il y a urgence. Donc, cette méconnaissance nous fait rentrer de force dans un système créatif. Cinquième piste de réflexion. Et si le nouveau chemin des marques et des entreprises devenaient en fait les pistes du Paris-Dakar. Et là, imprévisible, puissance 1000. Explication. 2 conséquences. Première conséquence, numéro 1, avec le Paris-Dakar, le long terme devient une suite d'étapes court terme réussies. Pourquoi je dis cela? Jusqu'alors, les marques circulaient en limousine en vitesse automatique sur des autoroutes avec des tas de panneaux indicateurs. Bon, mais aujourd'hui, nos marchés sont devenus comme le Paris-Dakar, et ça change tout. Ça change tout. Le Paris-Dakar, ce sont des pistes pleines de pièges. Je l'ai fait une fois en navigateur, je ne le referai plus d'ailleurs. C'est des pistes pleines de pièges avec des concurrents qui surgissent de nulle part. Vous regardez dans votre viseur, il n'y a rien. 2 minutes après, vous regardez, il y a 15 motards, 18 camions et 9 voitures. Avec des cartes routières qui sont totalement incertaines et totalement évasives, eh bien, nos marchés encombrés sont comme cela aujourd'hui. Le long terme devient alors une suite d'étapes court terme réussies. Pour arriver à Dakar, je justifie cette phrase, pour arriver à Dakar qui est le long terme, eh bien, il faut arriver à chaque étape dans les temps, c'est-à-dire le court terme, sinon éliminé. Le court terme devient donc aussi stratégique que le long terme, mais l'un n'est pas plus important que l'autre. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais il est nécessaire aujourd'hui d'intégrer une autre sémantique, à savoir parler de temps long et de temps court, pour bien signifier que l'unité commune est le temps, et dans tous les cas, les phases de temps, qu'elles soient courtes ou longues, doivent être traitées le plus efficacement possible et le plus intelligemment possible. Alors pour ceux qui disent que le court terme c'est pour les bénés et le long terme c'est pour les gens intelligents, ça j'y crois pas. La bourse et les actionnaires, de toute façon, sont là pour nous rappeler ces histoires de court terme et de long terme. Conséquence numéro 2, pensez vite, décidez vite et exécutez vite pour réagir à l'imprévu. Si nous voulons arriver à Dakar, l'objectif à long terme, nous devons en permanence nous adapter à des problèmes imprévisibles. C'est obligatoire. Alors pourquoi ne pas créer dans les entreprises, et ça nous l'avons mis en route dans un certain nombre de sociétés, pourquoi ne pas créer dans les entreprises des sortes de commandos, des GIGN, des groupes d'intervention rapide qui s'entraîneraient en fait régulièrement, 1h30 à 2 heures par semaine, pour traiter des problèmes impensables. C'est comme cela que nous apprendrons à réfléchir vite. On ne va pas au bureau un mardi matin en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais réfléchir vite ». Non, on s'entraîne pour cela. C'est comme pour les sportifs qui doivent, dans les sports de compétition, pour effectivement déstabiliser l'adversaire au plus vite, il faut s'entraîner, très dur. Bon, et bien là, c'est pareil. Donc, pensez vite, décidez vite, exécutez vite, c'est une priorité pour l'entreprise. Vous avez un exemple d'imprévisible, enfin de choses, de gens qui pensent vite, exécutent vite, tous les soirs, à 20h, sur votre poste de télévision. C'est le journal télévisé. Le journal télévisé est préparé entre 18h45 et 19h45. Et donc, à 19h47, vous avez par exemple un Cahuzac qui démissionne, il faut tout refaire en 4 minutes. Tout le journal. Donc, autant vous dire que pensez vite, exécutez vite et décidez vite, ça a du sens. Donc, on n'applique pas des plans à l'avance avec l'imprévisible, mais on applique des plans faits sur place. Mais c'est pas ce qu'on a appris dans le même temps. C'est pas ce qu'on a appris, parce qu'on a appris qu'il fallait donner du temps au temps pour bien planifier, bien réaliser les plans prévus, les stratégies à long terme. Alors un chiffre, 78% des entreprises sont tout à fait d'accord pour admettre que de plus en plus, le long terme devient une suite d'étapes court terme réussies. Les stratégies de long terme
sont les seules sérieuses. Là, j'en rassure un certain nombre. Mais encore faut-il que l'entreprise reste en vie jusqu'au moment où elle touchera des dividendes. C'est une phrase d'Hervé Sériex. Question, qui est le plus compétent dans l'entreprise pour penser vite, décider vite et exécuter vite pour combattre l'imprévisible? Eh bien, c'est le frontline manager, celui qui vit la guerre réelle, celui qui est au front, qui voit comment l'imprévisible se comporte, et certainement pas celui qui est dans son bureau, qui lui donne des ordres par téléphone. Sixième piste de réflexion, il n'y en a plus que deux. Et si la pratique du marketing de l'expérimentation devenait capitale? C'est un point très important, fondamental. Le marketing de l'expérimentation, comme vous le savez, nous vient des scientifiques. Alors, pour se sortir d'un problème inconnu, l'imprévisible, donc, les scientifiques, j'en ai interviewé un certain nombre, et j'emploie leurs mots, ils disent qu'ils bricolent, ils ont la pensée buissonnière, ils expérimentent souvent de façon intuitive, je vais revenir sur l'intuition dans quelques minutes, pour avoir des retours d'expérience. En fait, ils organisent un travail en boucle permanent, expérimentation, retour d'expérience, remodification, retour d'expérience, et tout d'un coup, en expérimentant des choses, il y a quelque chose qui fonctionne. Miracle, ils ont trouvé un bout de la solution grâce à l'expérimentation. Et ils vont plus lâcher ce bout-là. Parce qu'effectivement, ils sont arrivés à percer la faiblesse de l'imprévisible. Alors pour l'entreprise aujourd'hui, c'est pareil. Le marketing de l'expérimentation, c'est un plus pour vous, pour votre entreprise qui découvrez là, une autre façon de trouver des solutions, de se redévelopper. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on avait vu les images de Fukushima, les hélicoptères qui balançaient des seaux d'eau dans les piscines radioactivées, toute la presse européenne disait « Oh là 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 là, où est-ce qu'ils en sont? Mais ils font n'importe quoi, ils font n'importe quoi. » Ils faisaient très bien leur job parce qu'ils étaient complètement paumés et donc ils expérimentaient des choses pour voir, pour avoir des retours d'expérience et se faire des idées sur le sujet. Alors, c'est pas les seuls, évidemment. Alors, Ikea, Boulangerie Paul, Google, Apple, Facebook, Picard Surgelé, HSBC, Virgin fonctionnent comme cela. Les entrepreneurs du web fonctionnent comme cela depuis l'origine. Et c'est normal, parce que quand ils se sont lancés sur le web, il n'y avait pas, comment dirais-je, d'historique. Il n'y avait rien. Donc, bien, ils ont été obligés de prototyper leurs idées, les mettre sur la toile, et puis ensuite attendre des retours d'expérience, les améliorer, et ainsi de suite. Chez Google, tout est en version bêta, chacun le sait. Richard Branson, dans un autre univers économique et marketing, a ouvert autant d'entreprises qu'il en a fermé. Mais ce n'est pas parce qu'il était nul, c'est parce qu'il ne croyait qu'à l'expérimentation in vivo. Il ne croyait pas aux études de marché, il ne croyait pas aux prévisions, il ne croyait qu'à l'expérience. Mario Draghi, le président de la BCE, pratique l'expérimentation dans sa communication. Alors, il est florentin, il est très malin, et donc c'est très bien, il distille des petites phrases pour voir l'effet que ça fait. Alors, si c'est un effet négatif, il dit « Isabelle ça », et si c'est un effet positif, il dit ben, « Vous voyez, il y avait raison ». Voilà. Il est très malin, très malin. Deux chiffres, 80% des entreprises disent qu'il faut qu'elles réfléchissent désormais en pratiquant l'expérimentation permanente. Et un autre chiffre, 86% disent qu'il faut qu'elles démultiplient les hypothèses de travail pour ouvrir de nouvelles voies. Septième et avant-dernière piste de réflexion, pour affronter l'imprévisible, le combattre, le surmonter, il faut avoir des idées de l'imagination en plus de ce que je viens de dire. Et si l'opportunisme et l'intuition étaient réintégrés au sein des entreprises? Pourquoi cette question? Parce que les règles de la réflexion théorique, déductive, logique qui nous amènent à trouver juste, ou plutôt j'ai envie de dire, nous amènent hélas à trouver juste. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de trouver juste. C'est pas compliqué, mais tout le monde n'est pas capable de trouver différent. Or, pour faire face à l'imprévisible, il faut inventer des ripostes nouvelles et ne pas appliquer le code clair dans le texte. Donc, il faut de l'instinct en plus pour être différent et inventer des expériences nouvelles, intuitives, face à l'imprévisible, voire à d'autres sujets également. Alors, exemple d'entreprises opportunistes et intuitives, Swatch, les aspirateurs Dyson, le groupe Virgin, Apple, bien sûr, vous le savez. Tout Canal+, qui est quand même une chaîne de télé, a été inventé sur l'intuition, sur la base de l'intuition. Alain Degrève, qui était le directeur des programmes, disait « Quand j'entends le mot marketing, je sors de la pièce ». Bon, c'est vous dire. Starbucks, c'est de l'intuition. Dans la musique, on fait des millions et des millions de dollars grâce à l'intuition. Et c'est quoi l'intuition dans la musique? C'est l'oreille, c'est tout, c'est l'oreille. Xavier Niel, à Flelou, Boulangerie Paul, etc. sont des intuitifs mobiles dans leur tête. En fait, c'est l'intuition
l'opportunisme qui apporte de la valeur dans leurs idées parce que la logique n'est plus capable de leur en apporter. C'est ça qu'il faut retenir. Alors je nous souhaite d'être de plus en plus stupides, c'est pas moi qui le dis, c'est Tom Peters, en rappelant que les grandes innovations, les grands changements, les grandes idées ont toujours commencé comme ça. C'est stupide au motif que c'était simplement intuitif. L'intuition et l'opportunisme ont été chassés de la sémantique des entreprises par la tyrannie de la logique. Aujourd'hui, ces mots doivent être réhabilités pour lutter contre l'imprévisible. Alors, avec l'intuition et l'opportunisme, comme le dit Luc de Brabander, qui est mathématicien et philosophe, c'est quand même pas mal, on passe de bien vu, ce qui veut dire banalement vu ou logiquement vu, à autrement vu, et là c'est différent, et là c'est intéressant. 77% des entreprises pensent que l'opportunisme et l'intuition deviennent essentiels dans l'entreprise. Et, dernière prise de conscience, dernière piste de réflexion, j'ose mettre un gros pavé dans la mare, mais je vous ai dit, je parlais cash. Et si on posait la question, faut-il être visionnaire ou faut-il être clairvoyant? La vision, c'est important. La vision, c'est important, surtout si on en a une déjà. Et c'est tant mieux si elle est bonne. Mais ça, on le sait quelquefois au bout de 15 ans. Est-ce que quelqu'un ici connaît Gustave Le Wen? Alors c'est un monsieur qui a inventé les surgelés en 1955. Il avait une vision. Mais bon, sa vision était un peu en avance et donc il est mort ruiné. Voilà. Alors d'une façon générale, c'est bien de dire qu'on a une vision. Hein. Bon. Pourtant, force est de constater que quand on interroge les gens sur le sujet, il y en a beaucoup qui ont réussi sans vision en fait. Hein. Alors je prends deux exemples. Sam Walton qui a inventé les hypermarchés dans le monde entier, fondateur de Walmart aux États-Unis. Et à la question qu'on lui posait, c'est quoi votre vision? Il dit, moi je n'avais pas de vision, simplement comme toutes les idées de génie, elle a mis 20 ans à mûrir. Et ça m'amène à Bill Gates. Un jour, je me suis retrouvé à New York, je rentre à mon hôtel, j'allume le poste de télévision et je tombe sur Bill Gates, interviewé par quelqu'un qui avait d'ailleurs beaucoup de mal à le faire parler. Et donc, et il lui dit, quelle est votre vision? Quelle est votre vision? Et alors là, Bill Gates éclate de rire. Alors quand il éclate de rire, Bill Gates, ça fait comme ça fait... Bon, ça s'arrête là. Et il dit, je me souviens, il dit, mais non, moi je n'avais pas de vision, parce que je me souviens de deux phrases. Il dit, les visions, ça coûte pas cher, et tout le monde peut en avoir une. Puis silence. Alors l'intervieweur, un peu embêté, essaie de lui tirer les verres du nez. Oui, mais vous avez fait comment? Ah bon, ben ça c'est simple, parce qu'il dit toujours ça. Ah bon, c'est simple, c'est toujours simple avec lui. Il dit, ben non, j'ai observé le monde et j'ai vu qu'il y avait des tas d'entreprises de logiciels qui naissaient. Donc je me suis dit, ben je vais faire une entreprise de logiciels. Silence. Alors l'autre il continue. Vous ne pouvez pas nous en dire un peu plus? Ah oui, ben ça c'est simple ça. Après, j'ai simplement essayé de faire en sorte que mon entreprise soit la meilleure possible. Alors vous voyez, Bill Gates n'avait pas de vision, mais finalement des tas d'idées pour que son entreprise soit championne du monde en termes d'innovation. Alors face à l'imprévisible, faut-il être clairvoyant ou visionnaire? Je vous laisse la réponse, bien évidemment. Et je termine avec... Vous connaissez sûrement Jung Krishnamurti. Personne ne connaît, bon, moi ça fait rien. C'est un philosophe hindou qui a beaucoup travaillé sur le déconditionnement du cerveau, c'est-à-dire sur les changements. Et alors il dit à la fin de ses conférences, il dit, voilà, est-ce que vous avez envie de changer, oui ou non? C'est oui ou c'est non, mais vous n'avez pas la petite case au milieu, vous savez, qui dit, je suis pas là, je suis sorti, je ne sais pas, etc. C'est oui ou c'est non. Donc, à partir du moment où vous avez dit oui, qu'est-ce que vous allez faire de concret demain matin pour vous prouver à vous-même que vous avez commencé à changer? Écrivez ça sur un papier et recommencez comme ça jusqu'à la fin du mois. Et relisez ce que vous avez fait à la fin du mois. Et vous verrez, c'est un exercice formidable, extrêmement simple. J'ai fini, merci.